Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 27 avril. Les policiers se mobilisent après la mise en examen de l'un des leurs et la présomption de légitime défense proposée par Nicolas Sarkozy. Nous verrons ce qu'il en est à Tours. Les touristes fuient la pluie, les châteaux font le plein et les campings se vident. Plus de détails dans un instant. Enfin, la traque du frelon asiatique reprend en Indre-et-Loire. Comment les apiculteurs s'y prennent-ils pour piéger la bête noire des abeilles ? Bonsoir, la polémique enfle et devient un vrai sujet de campagne de l'entre-deux-tours après la mise en examen d'un policier pour homicide volontaire. Le policier avait abattu d'une balle dans le dos un délinquant multirécidiviste en Seine-Saint-Denis le week-end dernier. Le président sortant, Nicolas Sarkozy, s'est prononcé en faveur d'une présomption de légitime défense pour les policiers. Une idée figurant dans le programme de Marine Le Pen et qui divise. À Tours, comme dans le reste de la France, la plupart des policiers soutiennent cette idée. Michaud. La présomption de légitime défense, à Tours, les policiers y sont plutôt favorables. Au commissariat central, ils sont déjà plus d'un tiers à avoir signé la pétition lancée ce jeudi par le syndicat Alliance. L'idée est de se montrer solidaire envers le policier mis en examen mercredi, mais aussi faire évoluer une loi qui serait, selon eux, inadaptée aux situations qu'ils rencontrent. Il y a certains tribunaux où effectivement on considère le policier comme des voyous, comme un voyou de base, alors que ce n'est pas le cas. On a quand même une formation qui est très poussée, on a des entraînements au tir, etc. Et on sait pertinemment que le collègue ne va pas tirer comme ça juste pour le plaisir de tuer, pour faire de la sécurité des citoyens. Grâce à cette pétition, les syndicats espèrent interpeller le grand public, mais aussi les candidats à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy s'est d'ores et déjà dit favorable à cette nouvelle loi. Pourtant, pour le barreau de Tours, ce n'est pas forcément la bonne solution. Il faut d'abord réfléchir à l'application des textes que nous avons déjà, qui sont des instruments fiables, avant d'aller plus avant, parce qu'effectivement, tous les textes ont leurs inconvénients. On peut très bien, effectivement, modifier le texte et poser le principe de la présomption de légitime défense. C'est possible. Mais il faut, si on pose ce principe, réfléchir aux conséquences qui pourraient être dommageables, aux dérapages auxquels nous pourrions assister. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut d'abord se poser et puis peut-être interroger les professionnels. Le procureur de la République ainsi que les magistrats n'ont quant à eux pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Pour certains, il s'agit avant tout d'un débat politique. Présidentielle encore à 9 jours du deuxième tour et malgré des sondages toujours favorables, la gauche craint une démobilisation de son électorat. Hier soir, réunion publique à Tours-Nord des représentants du Parti socialiste, mais aussi de ses alliés, Europe Écologie Les Verts, le Parti radical de gauche et Cap 21, Florent Carrière. De la réunion publique d'hier soir, on en attendait une image, celle d'une gauche tourangelle unie façon gauche plurielle et de surcroît élargie au centre, à l'image de la majorité à la mairie de Tours. Mais absence du front de gauche qui garde son indépendance malgré son ralliement à François Hollande et absence également du Modem, peut-être parce que François Bayrou n'a pour l'instant donné aucune consigne pour le deuxième tour. Et pourtant, à l'image de Cap 21, le rassemblement de Corinne Lepage, on appelle les centristes à rejoindre le mouvement, encore plus depuis la droitisation de la campagne du président candidat. Moi je pense que c'est une fuite en avant pour lui et c'est une fuite en avant que nous devons combattre. Combattre nous avec nos forces centristes, que François Hollande doit combattre et nous devons faire en sorte effectivement d'avoir un axe républicain. Donc c'est vraiment une fuite en avant et que l'on espère ne plus voir pour très longtemps. Soyez honnêtes, tout le monde n'attend peut-être pas tout à fait la même chose du changement, mais tout le monde a envie de tourner cette page. Eh bien, je pense qu'il faut le faire, il faut mobiliser autour de nous. Si les sondages sont favorables à l'actuelle opposition, la gauche en appelle néanmoins à la mobilisation. Tout ce que je vois, c'est que le total des voix de gauche et des écologistes premier tour est de l'ordre de 44%, il me semble, 44 ou 45%. Donc nous avons à mobiliser les électeurs, les abstentionnistes du premier tour pour assurer la victoire de François Hollande au second tour. Ça, c'est jamais acquis d'avance et c'est notre objectif dans les 10 jours qui restent. Mobiliser pour éviter les surprises. Et pourtant, on sent bien depuis le premier tour la confiance gagner le camp de la gauche. Je suis confiant, il ne faut pas utiliser la langue de bois.
fois. Enfin, on a fait un bon premier tour. Maintenant, voilà, on sait qu'une campagne électorale, ça doit se mener jusqu'au bout. Mais on sent quand même qu'il y a un vent de confiance, que des thèmes abordés par François Hollande accrochent. Et notamment provoquer de la croissance et ne pas faire que de l'austérité. Les socialistes notamment ont vu dans les mots du président de la Banque Centrale Européenne une sorte de soutien dans cette dernière ligne droite, mais pas sûr qu'ils tombent d'accord sur les moyens d'y arriver. La préfecture d'Indre-et-Loire a émis ce matin une alerte crue concernant la Vienne à hauteur de Chinon. En raison des fortes précipitations, le niveau de la rivière pourrait atteindre 3,30 m en fin de soirée contre 2,42 m observés ce matin. Et justement, la pluie qui n'en finit pas de tomber sur notre région a des conséquences sur le tourisme en pleine vacances scolaires. Si les châteaux font le plein, les campings doivent faire face à une série d'annulations de dernière minute. Mickaël Briffaut et Mathilde Espinas. Pendant ces vacances, ce ne sont pas les terrasses qui font le plein. Le temps n'est décidément pas très clément avec les touristes, alors pour eux, une seule solution, se tourner vers les châteaux, comme celui d'Amboise qui a donc eu beaucoup de succès aujourd'hui. De toute façon, on fait les jardins en même temps, ça n'empêche pas. On a été un peu déçus parce que, bon, c'est vrai qu'à cause du temps, les fleurs ne sont pas encore apparues. On est venu un petit peu aussi parce qu'on a vu qu'il faisait pas très beau et on s'est dit, voilà, les châteaux de la Loire, le château d'Amboise, c'est parfait. Même sous la pluie, c'est pas gênant puisqu'on peut se mettre à l'intérieur. Il y a de quoi faire ici, même quand il fait mauvais. C'est l'avantage ici des visites culturelles, donc on peut être à l'abri et profiter du site et des sites en général. Mais certains secteurs du tourisme font les frais de cette pluie qui s'abat sur la Touraine. C'est notamment le cas de l'hôtellerie en plein air. Pour ce camping de Notre-Dame-d'Oé, le week-end du 1er mai est un moment clé. Mais cette fois-ci, Anne-Charlotte Viard, la gérante, doit faire face à de nombreux désistements de dernière minute. On a eu très peu de demandes de réservation sur le week-end du 1er mai. Pourtant, on attendait, comme c'était un pont, on s'attendait à être complet en mobil-home et on n'en est qu'à un remplissage de 50%. Le mauvais temps se ressent également à l'Office de tourisme de Tours. Par rapport à l'année dernière, le chiffre d'affaires a diminué de 1%. Mais même avec la pluie, il y a toujours des solutions. Il faut un petit peu adapter par rapport au temps. Donc, entre autres, pendant les vacances de Pâques, il y a tous les musées de Tours et tout un tas de châteaux qui proposent des animations spéciales pour les vacances. Les monuments et activités touristiques espèrent alors rattraper ce déficit lors de prochains ponts peut-être plus ensoleillés. Et on en vient à ces images à présent, à l'occasion des 10 ans de la fête du sourire organisée par l'Association des paralysés de France. Une vingtaine de valides et de non-valides a donc répété cet après-midi en vue d'un flash mob qui aura lieu demain sur la place du Général Leclerc à Tours. On écoute le président de l'Association des paralysés de France d'Indre-et-Loire. L'idée, c'est un message d'intégration, que les personnes en situation de handicap et les personnes valides puissent se rencontrer et porter un message vers le grand public tourangeau pour montrer qui nous sommes et les valeurs que nous défendons au quotidien depuis bien des années. Et on a du mal à promouvoir le message d'intégration à partir des vecteurs traditionnels, d'où l'intérêt de changer de comportement, se servir de l'image, se servir des nouveaux concepts pour aller conquérir un public plus jeune et plus dynamique. Retour à la normale sur la D976 à Gièvre, près de Romorantin. La route a été coupée une bonne partie de la nuit à la suite d'un accident. C'est un poids lourd immobilisé dans un fossé. Vous le voyez, le semi-remorque qui a percuté un poteau EDF. C'est la bête noire du moment que les apiculteurs cherchent à traquer. Le frelon asiatique est de retour. Une cinquantaine de départements est touchée par ce fléau, dont l'Indre-et-Loire. Le frelon asiatique, un véritable danger pour l'écosystème puisqu'il se nourrit essentiellement d'abeilles. Alors comment piéger cette espèce sans pour autant nuire aux abeilles? Antonin Lebris. Fléau des apiculteurs, le frelon asiatique a colonisé le territoire français. Importé accidentellement en 2004 dans des poteries venues de Chine, il peut décimer des ruches entières, tuant toutes les abeilles qui s'y trouvent. En 2009, il est détecté en Indre-et-Loire. Aujourd'hui, ce sont une cinquantaine de communes qui sont touchées. Alors pour faire face à ce redoutable prédateur et protéger leur outil de travail, les apiculteurs lui tendent des pièges destinés à l'attirer pour l'éliminer. Une méthode qui ne fait pas l'unanimité. Je suis contre, entre autres, le piégeage systématique et surtout de lancer ça dans le grand public parce qu'on s'aperçoit que de toute façon on n'a aucun piège sélectif et je ne me donne pas le droit de supprimer la nourriture des insectivores, oiseaux et chauves-souris qui nous entourent sous le prétexte de récupérer quelques frelons qui soi-disant attaquent nos ruches et
quelque part, le remède est pire que le mal, parce que le peu de frelons qu'on récupère fait que de toute façon l'impact sur le rucher qui est attaqué est tellement énorme, le jeu en vaut pas la chandelle. Hein. Pour éviter les dégâts collatéraux causés à la faune et à la flore, les scientifiques planchent sur une méthode sélective permettant d'éliminer le frelon asiatique. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire un piège. On va jouer sur 2 points. Un premier point qui est la structure du piège, pour essayer de le rendre le plus sélectif possible, en jouant sur les trous d'entrée, les trous de sortie, des choses comme ça. Et également, ne pas travailler avec un appât alimentaire qui attire énormément d'insectes, mais plutôt des phéromones, dans des substances volatiles qui s'évaporent, et qui sont donc perçues à distance, à longue distance parfois, et qui seraient spécifiques du frelon. Ces recherches permettront peut-être de protéger l'activité du secteur apicole, mise à mal par cet insecte. Et si d'aventure vous tombiez sur un de ces nids de frelons, ne tentez bien sûr rien vous-même, mais sachez qu'un essaim n'attaque que lorsqu'il se sent agressé. Elle rouvre ses portes après 1 an et demi. Entre Tours et La Riche, la chapelle Sainte-Anne, un lieu mystérieux, diront certains. Et pour l'occasion, la chapelle expose sur le thème de l'animalité à travers différentes pratiques artistiques. Vous allez le voir, tout y est fait pour surprendre les visiteurs. Regardez ce reportage de Gaël Poulain sur une bande-son de Jean-Baptiste Appéré. Des espaces agrandis, réaménagés, restaurés. Mais l'âme de la chapelle Sainte-Anne est intacte, animée par l'envie de ses propriétaires de partager l'art sous toutes ses formes. Et pour célébrer la réouverture de ce lieu à l'ambiance unique, c'est l'animalité qui s'exprime en peinture, sculpture, dessin, installation, signée par 22 artistes. C'est plus la thématique qui nous a guidés dans le choix des artistes, avec cette volonté d'ouvrir à des artistes différents, de factures différentes, de styles différents, d'expressions différentes, de philosophies différentes aussi. Voilà, un ensemble qui a été complexe à monter, à installer, mais nous avons cheminé pour rendre cohérent l'installation. Une cohérence qui s'impose grâce à la participation d'un 23e artiste, créateur de son, Jean-Baptiste Appéré, qui a créé l'écrin musical de l'exposition. Les ambiances sonores et les silences captés en différents points de la chapelle ont servi de trame et des éléments ayant une résonance animale ont ensuite été assemblés. Donc ça peut être des sortes de cris d'animaux ou en tout cas d'êtres vivants qui sont un peu trifouillés, un peu modifiés. Et puis il y avait aussi un historique en fait de mon rapport avec la chapelle Sainte-Anne. J'y ai produit plusieurs concerts, donc j'ai pris de la matière qu'on avait enregistrée lors de concerts avec l'ensemble Ptix et j'en ai fait des sortes de sons hybrides. Hybride, étrange, fabuleux, merveilleux, un habillage sonore qui semble indissociable des œuvres exposées et qui devrait inspirer les 12 musiciens de l'ensemble Ptix. Le 1er mai, ils sont invités à venir improviser au cœur de l'exposition en écho à la bande-son de Jean-Baptiste Appéré. Une expérience qui devrait sceller la réouverture de la chapelle Sainte-Anne. Et on termine ce journal avec le coup d'envoi de la fête foraine au parc des expositions à Tours. 320 000 visiteurs sont attendus, un véritable événement qui va donc durer 1 mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Jean-Yves Narquin, maire de Villedieu-le-Château, sera notre invité de la rédaction. À tout de suite.